Nous sommes en train de voyager à 1000 années-lumière de notre planète, vers un système inconnu. Ici, il y a 2 étoiles brillantes en orbite l'une près de l'autre. Mais il y a aussi une chose petite, mais vraiment énorme également, un trou noir. Ces objets sont mystérieux et dangereux. Ils sont capables d'avaler notre monde entier en 1 seconde sans même s'en apercevoir. Pire encore, ils peuvent détruire une énorme étoile comme notre Soleil. Et ce sont ces géants qui se trouvent généralement au centre des galaxies. Elles sont si lourdes que leur gravité retient autour d'elles d'innombrables étoiles, planètes et poussières d'étoiles. Elles peuvent peser des millions, voire des milliards de fois plus que le Soleil. Et maintenant, tu es de retour au sol sur une rampe de lancement de fusée sur la Terre. La seule chose à laquelle tu penses est de retenir ta respiration et de sauter dans le cœur de cette perle noire. Mais tu n'auras pas à retenir ta respiration car tu seras dans une combinaison spatiale. Et l'oxygène est inclus, gratuitement en plus. De plus, il est peu probable que tu arrives un jour à aller jusqu'au trou noir. Un voyage aussi lointain avec la technologie actuelle prendrait des dizaines de milliers d'années. Tu retournes donc dans ton garage où tu as caché ton hyperfusée qui t'emmènera au trou noir en quelques secondes. Boum! Voilà, tu es à côté de 2 étoiles et d'un trou noir. La première chose que tu remarques est que les trous noirs ne sont pas noirs. Sa force gravitationnelle attire non seulement les objets, mais aussi la lumière elle-même. Cela rend le trou invisible. Tu peux seulement voir un anneau brillant autour de lui que l'on appelle l'horizon des événements. Il est constitué de lumière tordue, de poussière chaude, de plasma et de morceaux d'astéroïdes qui se trouvent aussi piégés à cet endroit. Donc l'horizon des événements est le premier obstacle à surmonter. Bon, tu enfiles ton réacteur dorsal, tu ouvres la porte de ta fusée et tu sautes vers le trou noir. La force de gravité commence à t'attirer rapidement vers lui. La combinaison spatiale te protège des énormes températures et niveaux de radiation de l'horizon des événements. Les équipements de protection conventionnels ne pourraient guère t'aider. Alors tu remercies ton père d'avoir caché cette combinaison protectrice ultra puissante dans ton garage. Tu commences à avoir l'impression que ton corps s'étire désagréablement. Le problème, c'est que la gravité augmente à chaque fois que l'on se rapproche du centre du trou noir. Et c'est beaucoup plus fort à ta tête qu'à tes pieds. Ton corps commence à s'étirer comme des spaghettis. C'est pourquoi on appelle ça la spaghettification. Aucun costume ne peut te protéger de ça. Et il n'y a pas un seul vaisseau spatial qui puisse résister à ce genre de contraintes. Bon, cette vidéo a été courte. Ok, alors rembobinons jusqu'au moment avant le saut. Tu réalises que pour atteindre le cœur du trou noir et survivre, tu n'as pas besoin d'un équipement amélioré, mais d'un autre trou noir. Et c'est la taille et le poids de celui-ci qui comptent. Théoriquement, tu peux survivre à la chute dans un trou noir supermassif. Tout dépend de la largeur de l'horizon des événements du trou noir. Quand un trou est petit, à peu près le poids de notre Soleil, l'horizon des événements est lui aussi petit. Et donc son bord est particulièrement proche du centre de cette force gravitationnelle exceptionnelle qui te spaghettifierait rapidement et brutalement. Mais si l'horizon des événements est large, il est plus éloigné du centre de la force gravitationnelle. Alors la différence de pression de la gravité sur ta tête et tes pieds sera inexistante. Donc, si tu as assez d'air dans ta combinaison spatiale, tu peux survivre à un voyage de ce style. Donc, tu dois choisir un trou noir supermassif. Voyons voir. Un au centre de la Voie lactée? Non, il y a trop de plasma chaud et de débris autour. Tu as besoin d'un trou noir complètement isolé pour un saut comme celui-ci. Quelque part dans l'espace sombre où il n'a pas eu le temps de rassembler les débris des mondes voisins autour de lui. Tu ouvres rapidement ta carte de l'espace et tu trouves un trou noir de cette sorte. Un voyage plus rapide que la lumière et tu es arrivé. Le voilà, un énorme néant obscur. Il n'y a que la lumière déformée des étoiles et galaxies lointaines sur son horizon. Pour tester ta théorie, tu y jettes un mannequin. Il s'approche du trou noir, puis ralentit jusqu'à s'immobiliser. Mais ce n'est qu'une illusion. Le trou noir est si lourd qu'il peut déformer l'espace et le temps. Donc pour l'observateur, le mannequin est figé dans l'horizon des événements, mais en fait, il est depuis longtemps entré dans son cœur. La poupée n'a pas été spaghettisée comme tu l'as été lorsque tu es tombé dans un petit trou noir, alors maintenant, tu sautes en toute confiance après elle. Rappelle-toi que même si tu te sens bien, c'est toujours un voyage sans retour. Une fois dans le champ d'attraction du trou noir, rien ne peut t'échapper à son étreinte. Peu importe la puissance de ta fusée ou la force avec laquelle tu agites tes bras.
Tu es maintenant au bord du disque d'accrétion. Chaque seconde ici équivaut à des semaines ou des mois sur Terre. Tu voyages dans le temps. Sur notre planète, il y a peut-être déjà des voitures volantes et des gratte-ciel de plusieurs kilomètres de haut partout. Mais pour toi, cela n'a duré que quelques minutes. Waouh! Toute la lumière des étoiles que tu vois est devenue rouge. Ça aussi, c'est à cause de la gravité. La lumière que nous voyons est constituée d'ondes, mais le trou noir les étire. Les longueurs d'onde courtes, comme le bleu, deviennent longues et rouges. Super, tu as dépassé l'horizon des événements et tu te diriges maintenant vers le néant total. Tu lèves les yeux et tu vois un mince rayon de lumière. C'est la dernière chose que tu vois en fait. Après ça, il n'y a que du vide noir. Personne ne sait ce qui se passe ensuite. Certaines théories disent que les trous noirs peuvent être des portails vers une autre dimension, ou vers un autre endroit dans l'univers. En sautant dans un trou noir de notre galaxie, tu peux sauter à des centaines de milliers d'années-lumière de chez nous. Dans ce cas, tu vivras ta chute en sens inverse. D'abord, tu verras un petit rayon de lumière qui s'étend, puis la lumière rouge des étoiles redevient bleue, et avant même de t'en rendre compte, tu es de retour sur l'horizon des événements. Et peu après, tu es libéré de l'attraction du trou noir. Mais les scientifiques ne peuvent toujours pas confirmer cette théorie. Bon, c'est trop sinistre, alors pour cette fois, nous te ramènerons sur Terre en compagnie de tes amis. Ils te félicitent pour avoir réussi à survivre au centre d'un trou noir. Maintenant, tu es le cœur de la compagnie et aucun trou noir ne peut te faire peur. Mais même le plus grand trou noir de l'espace n'est pas aussi effrayant que ce que tu pourrais penser. Ils ne sont pas éternels, mais ont une durée de vie. La radiation dont j'ai parlé prend l'énergie du trou noir. S'il n'a pas de nourriture autour de lui, le trou commence à se dégonfler comme un ballon. Et finalement, il n'y a plus rien. Une autre crainte concernant les trous noirs est que nous puissions en créer un chez nous. En effet, à l'intérieur du grand collisionneur de Hadron, les scientifiques mènent des expériences avec de petites particules qui entrent en collision à grande vitesse. Il y a d'énormes explosions d'énergie, et certains scientifiques pensent que cette énergie est suffisante pour créer un trou noir microscopique. Il va commencer à absorber son environnement et à grandir. D'abord quelques petits objets dans la pièce où il a été créé, puis le laboratoire tout entier. Le trou continue à grandir et consomme désormais notre planète entière. Il change l'équilibre des forces dans notre système solaire et absorbe les planètes une par une. Quand celles-ci sont finies, c'est l'heure du dessert, le Soleil. Les couches supérieures légères de plasma sont étirées en longs spaghettis et tirées vers le trou noir. Puis, couche par couche, notre étoile s'effondre dans le trou noir. Lorsque le Soleil est à moitié absorbé, le trou noir projette un faisceau d'énergie et de lumière vers l'extérieur et continue à consommer le Soleil. En quelques instants, il ne restera plus rien de notre système solaire. C'est ainsi que certaines personnes décrivent la fin du monde. Mais même si nous parvenons à créer un trou noir microscopique, nous serons en sécurité. Il sera trop petit pour absorber de gros objets et il ne se nourrira que de petites particules atomiques. Les trous noirs émettent de l'énergie en même temps qu'ils en consomment, donc notre petit trou noir n'aura pas le temps de grandir. Il perdra plus qu'il ne gagnera en une fraction de seconde, donc ce que tu verras sera un flash momentané, et puis plus rien. Cela dit, la création d'un trou noir stable et contrôlé peut même être utile. Ils émettent d'énormes quantités d'énergie que nous pouvons utiliser. Un trou noir de la masse du mont Everest pourrait alimenter toute l'humanité. Bien sûr, les trous noirs sont toujours dangereux, mais nous pouvons les observer et étudier notre univers, si nous restons assez loin bien sûr. En attendant, tu décides de mettre un cadenas sur ta porte de garage, pour l'instant. Les scientifiques ont découvert quelque chose d'assez cool. Les trous noirs de Schrödinger. Oui, les objets les plus effrayants de notre univers se révèlent être encore plus terrifiants. Nous savons maintenant qu'ils peuvent exister sous plusieurs états à la fois. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Nous allons voir ça. Les trous noirs sont les mystérieux titans de notre univers. Parfois, on a l'impression que plus on en apprend sur eux, moins on en sait. Nous les avons découverts assez récemment, au XXe siècle. Et depuis, nous en avons trouvé de toutes sortes aux quatre coins de l'univers. Certains font la taille d'une petite ville, d'autres sont effroyablement surdimensionnés. Mais leur caractéristique la plus notable est probablement leur masse immense. Et c'est là qu'une étude récente entre en jeu. Des scientifiques ont constaté que les trous noirs ont des propriétés quantiques très particulières.
Ils ont découvert qu'un trou noir peut être à la fois grand et petit, léger et lourd, mort et vivant. Quand ils disent « vivant », je pense qu'ils parlent par métaphore. Espérons en tout cas que ce soit le cas. Mais l'important dans cette découverte est qu'un trou noir peut se trouver dans tous ces états simultanément. Plutôt étrange, non ? Qu'est-ce que cela peut bien vouloir signifier ? Eh bien, le fait de pouvoir être tout en même temps n'est pas une idée neuve pour la science. Les physiciens appellent cela la superposition, ou, pour faire simple, l'état d'incertitude. Les physiciens quantiques ont d'abord découvert cet état dans de minuscules particules quantiques. Ils ont remarqué une chose très étrange. Tant que nous n'observons pas une particule, elle existe dans tous ses états possibles en même temps. Et ce n'est que lorsque nous commençons à interagir avec elle, par exemple en la regardant, en la mesurant ou simplement en faisant quelque chose, que la particule décide de l'état dans lequel elle doit se trouver. Voici un exemple. Imagine que tu as une balle dans une boîte. Tu ne sais pas à quoi elle ressemble. Le truc, c'est que tant qu'elle reste dans sa boîte, la balle est de toutes les couleurs en même temps. Ce n'est que lorsque tu la sors qu'elle choisit enfin sa couleur. Tout cela se produit instantanément, donc tu ne le remarques pas. Pour toi, la balle a toujours été bleue. Plutôt effrayant, non ? Et ça soulève beaucoup de questions. Par exemple, comment ces particules comprennent-elles que nous les observons ? Comment décident-elles de l'état dans lequel elles finissent ? Et à quoi ressemble réellement notre monde si nous ne voyons que ce qui nous en est montré ? Bien sûr, cette découverte a provoqué un énorme émoi dans la communauté scientifique. Ce n'est pas étonnant, c'est quand même un peu bizarre. C'est ce que pensait aussi le physicien Erwin Schrödinger au début du XXe siècle. Les théories quantiques lui semblaient délirantes, c'est pourquoi il a décidé de les remettre en question. Il a mené une expérience célèbre. Tu en as probablement entendu parler, même si tu ne connais rien du tout à la science. La célèbre expérience du chat de Schrödinger. Quel était l'intérêt de cette expérience ? Tout d'abord, nous avons une boîte et un chat. Dans la boîte, il y a un récipient contenant un gaz toxique et un mécanisme spécial. À tout moment, il y a 50% de chances que ce mécanisme ouvre le récipient. Si cela se produit, le gaz toxique se diffusera et le pauvre chat ne survivra pas. Si ça ne se produit pas, le chat restera en vie et en bonne santé. Ne t'inquiète pas, il s'agissait d'une expérience purement hypothétique. Aucun chat n'a été maltraité. Mais imaginons que nous ayons effectivement enfermé un chat dans une boîte et que nous ayons attendu 1 heure. Il est temps de vérifier le résultat. Et c'est là que nous nous rapprochons de la partie la plus intéressante. À ton avis, comment cette situation se terminerait-elle dans notre monde ordinaire ? Eh bien, probablement, le récipient finirait par s'ouvrir ou non. Et alors, le destin du chat serait fixé. Après cela, il nous suffirait d'ouvrir le couvercle pour découvrir la vérité. Mais en physique quantique, tout est beaucoup plus étrange. Selon cette science, le chat est à la fois vivant et non vivant jusqu'à ce que nous ouvrions la boîte. En d'autres termes, l'univers lui-même ne sait pas quoi faire de ce chat. Comme si le pauvre animal se trouvait entre 2 mondes à l'intérieur de sa boîte. Et quand tu ouvres le couvercle, l'univers choisit un résultat de manière aléatoire. Alors, pourquoi avoir fait subir tout ça à un pauvre chat ? Eh bien, au départ, Erwin Schrödinger voulait montrer à quel point tout cela lui paraissait stupide. Mais au final, il a accidentellement prouvé que les physiciens quantiques avaient raison. La situation s'est avérée plutôt drôle. Ça s'est passé comme ça. Ces physiciens quantiques n'ont aucune idée de ce dont ils parlent. Selon leur logique, le chat dans ma boîte devrait être à la fois vivant et non vivant. Mais attendez. Oh. Ils ont raison. Schrödinger a reçu le prix Nobel en 1933, mais pas pour cette découverte. Et en 2022, 3 scientifiques ont reçu le prix Nobel pour une autre découverte dans ce domaine. Ces scientifiques sont Alain Aspect, John F. Clauser et Anton Zeilinger. Ils ont été récompensés pour leurs expériences sur les états quantiques enchevêtrés. Qu'est-ce que cela nous apprend ? Faut-il se tourner vers une branche de la magie pour comprendre tout ça ? Malheureusement, l'humanité n'est pas assez développée pour tester ces théories. Pas encore. Mais nous avons beaucoup d'hypothèses plutôt sympas. Par exemple, la théorie des univers parallèles est une tentative d'explication de ce phénomène. Tu te souviens de la balle dans la boîte ? En gros, selon la théorie du multivers, il y a un nombre infini de réalités différentes. Donc, si tu ne sais pas à quoi ressemble la balle, c'est qu'elle existe dans cet état interdimensionnel et incertain.
Mais lorsque tu ouvres la boîte et que tu regardes la balle, tu es transporté dans une réalité donnée. Par exemple, dans celle où elle est bleue. C'est assez incroyable et tout à fait passionnant. Mais pourquoi avons-nous besoin de toutes ces informations ? Quel rapport avec la récente découverte ? Eh bien, les scientifiques se sont dit, si les particules de notre univers se comportent comme ça, qu'en est-il des objets spatiaux les plus grands ? Et ils ont donc décidé de pointer leurs appareils non pas vers le microcosme, mais vers l'espace lointain. Le physicien théoricien américano-israélien Jacob Bekenstein a été le premier à suggérer que les trous noirs pourraient avoir les mêmes propriétés étranges. Mais cette théorie devait être testée. La recherche avait pour but de trouver un lien entre les particules quantiques et les trous noirs. Les chercheurs ont donc créé une structure informatique dans laquelle ils ont placé une particule quantique simulée juste aux abords d'un trou noir géant simulé. Et cette analyse leur a montré que les trous noirs pouvaient eux aussi exister sous plusieurs états à la fois. Par exemple, ils peuvent être incroyablement massifs et, en même temps, ne pas avoir de masse du tout. Ces mystérieuses portes de l'espace peuvent avoir différentes masses à la fois. Cette modélisation a montré que ces masses superposées se trouvaient, en fait, à l'intérieur de certains ratios déterminés, ainsi que Bekenstein l'avait prédit, a déclaré la physicienne Magdalena Zeik en se référant à l'étude. On ne sait pas encore très bien tout ce que cela signifie, et cette découverte seule ne nous a pas beaucoup rapprochés de la compréhension du fonctionnement de notre univers ou de ce qui se passe à l'intérieur des trous noirs. Nous n'avons compris qu'une seule chose: tout ce qui nous entoure est beaucoup plus compliqué et plus fantastique que nous le pensions. Qui sait, peut-être que les trous noirs sont bien des portails entre les univers parallèles. À ce stade, il est impossible de réfuter cette hypothèse. En d'autres termes, l'univers nous a montré une fois de plus qu'il est plus étrange et plus mystérieux et fascinant que nous ne pouvions l'imaginer. Espérons qu'à l'avenir, nous serons en mesure de comprendre au moins un peu ce qui s'y passe. Savais-tu qu'il existe un objet astronomique dans lequel l'espace et le temps échangent leur place ? Mais comment ça fonctionne ? Et que signifie exactement échanger l'espace et le temps ? Essayons de comprendre. Imagine que tu es dans un vaisseau spatial qui ne peut que se déplacer qu'en ligne droite. Ta trajectoire mène à un point inévitable, et tu n'as aucune idée de ce qui t'attend. Tu peux seulement espérer que ce ne sera pas trop grave. Pendant ce temps, tout ce qui t'entoure n'est que pure folie. Un assemblage chaotique d'événements historiques. Qu'est-ce que tu vois ? D'anciens humains et dinosaures ? La naissance de l'univers ? Le futur ? Qui sait ? C'est à ça que ressemblerait l'univers si on échangeait le temps et l'espace. Et, en théorie, c'est ce que tu verrais si tu tombais dans un trou noir et que tu parvenais à survivre. Mais comment une telle chose est-elle possible ? Tout d'abord, parlons du temps et de l'espace. Imagine que tu dessines une ampoule électrique sur une feuille de papier. Puis tu prends une autre feuille et tu dessines la façon dont elle s'est allumée. Pour l'instant, ce n'est qu'un petit cercle de lumière. Une autre feuille, le cercle de lumière s'agrandit. Il devient de plus en plus grand jusqu'à ce que, finalement, il se transforme en un énorme cercle. Dans la réalité, l'ampoule s'allume en un clin d'œil. Parce que la vitesse de la lumière est plus rapide que l'univers. Mais ici, sur nos dessins, on a capturé la propagation de la lumière image par image. On voit comment, au fil du temps, la lumière est passée d'un petit point à un grand cercle. Mais si tu empiles ces cercles, ça ne te rappelle pas une certaine forme ? Par exemple, un cône ? Exactement. On appelle ça un cône de lumière. Et le temps est l'axe central de ce cône. Pourquoi ? Parce que la lumière se transforme d'un petit point en un grand cercle au fil du temps. Pour s'en souvenir, dessinons un vecteur temps, une flèche à l'intérieur du cône. Elle va du passé vers le futur. Pendant ce temps, les cercles représentent l'espace. Dans l'espace, on peut se déplacer comme on veut, dans n'importe quelle direction, vers le haut ou vers le bas, en zigzag et ainsi de suite. Mais peu importe les zigzags qu'on dessine, on avance toujours le long de la ligne de temps. On ne peut pas revenir en arrière et on ne peut pas arrêter le temps. Cela nous aide à définir le temps et l'espace. Le temps est la direction dans laquelle le cône de lumière est orienté. C'est la direction où tous nos chemins mènent et où se trouve inévitablement notre avenir. Et l'espace est toute la variété de directions perpendiculaires à la ligne de temps. Ce graphique est très simple. S'il pouvait être appliqué à l'univers entier, alors le temps s'écoulerait de la même façon partout. Cependant, si tu as vu au moins quelques films de science-fiction populaires, tu sais que ce n'est pas le cas.
En réalité, le temps peut s'emballer. Par exemple, si tu te détends près d'un trou noir, ce qui ne sera que 2 heures pour toi peut s'avérer être 20 ans pour ton ami resté sur Terre. Mais pourquoi ? Prends une grande respiration. Maintenant, la gravité entre en jeu. Tu t'es dit sans doute que c'est simplement cette force qui nous aide à tenir sur le sol. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça. La gravité est l'une des forces physiques de base de notre monde. Et elle est incroyablement puissante. Elle est même tellement puissante qu'elle peut déformer l'espace et le temps. Elle peut littéralement influencer la vitesse du temps comme un sorcier tout-puissant. Comment ? Pour le comprendre, prenons quelque chose de légèrement plus gros qu'une ampoule. Par exemple, une supernova. Quelque part dans l'univers, une étoile vient d'exploser. Comment le sait-on ? Rien dans l'univers, aucun son, aucune onde radio, rien ne voyage plus vite que la lumière. Donc, on ne prend conscience de la naissance d'une supernova que lorsqu'on la voit. Et cela n'arrive que lorsque son cône de lumière grandit suffisamment et atteint notre planète. Donc, le cône de lumière grandit et grandit. Jusqu'à présent, tout va bien. Et finalement, il atteint notre planète. Mais il y a un hic. Notre planète est massive. Très massive. Et elle a une gravité assez forte. Alors, que se passe-t-il ? La gravité change la direction du cône de lumière. Elle commence à attirer le cône vers le centre de notre planète. Et avec elle, elle attire aussi notre flèche du temps. Cela signifie qu'elle ralentit le temps. Et plus le cône de lumière est proche de nous, plus la flèche se courbe. Et plus le temps ralentit. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie par exemple qu'une montre autour de ta cheville sera en retard par rapport à une montre à ton poignet, que ta tête vieillit plus vite que tes jambes, et que les astronautes en orbite terrestre vieillissent un peu moins vite que les gens sur Terre. C'est ce que les scientifiques appellent la relativité générale. Ok, mais quel est le rapport avec notre sujet ? Comment peut-on comprendre ce qui se passera si on échange l'espace et le temps ? Ne t'inquiète pas, on y arrive. Imagine maintenant un corps cosmique avec une gravité incroyablement forte. Il déforme tellement le temps et l'espace qu'on a l'impression qu'ils s'échangent. C'est un trou noir. Il attire absolument tout vers son centre. Aucune étoile, aucune planète, aucune lumière ne peut y échapper. Disons que notre cône de lumière s'en approche. D'abord, comme d'habitude, le temps commence à se plier vers le centre du trou noir, attiré par sa gravité. Mais la gravité est très forte, si bien qu'il se courbe de plus en plus, et le temps va de plus en plus lentement au fur et à mesure que tu t'approches du centre. À la fin, le cône de lumière traverse la limite du trou noir, ce qu'on appelle l'horizon des événements. À ce moment-là, il s'est tellement déformé que maintenant il pointe littéralement vers le bas. On peut dire que le temps a changé sa direction. Le temps pointe vers le bas. Qu'est-ce que c'est que cette absurdité ? Ce sera plus facile à expliquer avec un exemple réel. Imagine que tu es un astronaute un peu fou qui a décidé de sauter dans un trou noir. Et il y a un observateur dans un vaisseau spatial qui te regarde faire ça. Au début, pour toi, rien ne change. Regarde ta montre. Tu vois que 5 secondes se sont écoulées. Tout va bien. Mais que se passe-t-il pour l'observateur ? Tout d'abord, tu vas tomber pendant un très long moment. L'observateur est assis là depuis 50 ans. Et tu tombes toujours, parce que ton temps a ralenti. Deuxièmement, comme l'espace est également déformé près d'un trou noir, l'observateur verra que tu commenceras à t'étirer comme un spaghetto. C'est un terme scientifique d'ailleurs, qui porte le nom de spaghettification. Et puis tu franchis enfin l'horizon des événements. L'observateur ne te voit plus. La lumière ne peut pas s'échapper d'un trou noir, donc ton image n'atteindra pas l'observateur, même si tu es toujours à l'intérieur. Et que se passe-t-il pour toi ? Et si tu avais survécu d'une manière ou d'une autre, rappelle-toi que la flèche du temps pointe vers le centre du trou noir. Cela signifie que désormais, le centre du trou noir est ton avenir. Ce n'est pas un lieu, c'est un destin que tu ne peux pas changer. Et l'endroit d'où tu viens, ainsi que le reste de l'univers, n'existe plus pour toi. Parce que maintenant, ce n'est pas un lieu, mais un événement du passé. Et comme tu ne peux pas remonter le temps, tu ne pourras jamais revenir. Mais qu'est-ce qui se trouve autour de toi ? Un chaos complet. Les rayons de lumière se déplacent maintenant dans toutes les directions, en avant, en arrière, et ainsi de suite. Les rayons représentant les événements du passé, du futur, du présent, tout cela se déplace autour de toi. En réalité, l'espace et le temps n'ont pas échangé leur place. Mais on a l'impression qu'ils l'ont fait, parce que dans l'espace, tu ne peux plus faire qu'avancer, comme si tu suivais une ligne droite.
Et le temps, reflété dans les rayons lumineux, t'entoure partout et se déplace dans toutes les directions possibles. Et là, on retourne au début. Cet exemple horrifiant nous aide à imaginer ce que l'on ressentirait si le temps et l'espace étaient inversés. Bien sûr, tout cela n'est que théorie et supposition. L'idée même que nous nous déplaçons dans une direction, celle que nous n'avons pas choisie, et qu'il y a un chaos temporel complet autour, semble assez effrayante. Et pourtant, ce serait une expérience très intéressante. Tu es partant ?